Vous êtes Cécile Cukierman, professeure d'histoire, vous avez 49 ans, vous êtes porte-parole du Parti communiste depuis 2018 et vous êtes présidente du groupe communiste républicain et écologiste Kanaki au Sénat depuis 2023. Vous êtes aussi sénatrice de la Loire, de la circonscription de Saint-Étienne. Donc, non. Bonsoir. Non, il y a sénatrice de la Loire, il n'y a pas de circonscription. D'accord, très bien. Pour les sénateurs, toute la Loire. Voilà. Toute la Loire, très bien. Merci d'être avec nous ce soir. Et Cécile, on avait envie de commencer par l'actualité, et notamment l'actualité budgétaire, parce que c'est une séquence qui est assez difficile à saisir. Le projet de loi de finances revient au Sénat après le rejet de l'Assemblée. Le PLFSS devrait finir en commission mixte paritaire. La menace du 49.3 ou d'une lettre rectificative guette. Bref, on n'y comprend absolument rien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se joue? Alors évidemment, au-delà du fait que le gouvernement essaye à tout prix de faire passer un budget austéritaire, qu'est-ce qui se joue dans la période d'un point de vue politique? Alors, je vais peut-être d'abord vous surprendre. Je vais commencer par dire que je crois que même nous, les parlementaires, on a de plus en plus de mal à comprendre et en tout cas à affirmer ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Mais bon, en tout cas, je crois que pour que chacun puisse le comprendre, on est dans une réalité aujourd'hui politique. Il y a eu des élections législatives en juin et juillet 2024. Ceux qui ont perdu sont encore au pouvoir et forcément, ça ne marche pas. Je vais le dire très simplement, mais comme ça. C'est-à-dire que dans aucun pays, en tout cas qui se décrète comme étant une démocratie, celui qui perd les élections est encore au pouvoir un an après. Or, Sébastien Lecornu est le prototype de la Macronie, et ça, il n'y a pas de débat. Et donc, on est dans une difficulté, c'est qu'effectivement, donc, il y a eu un projet de loi de finances, mais Sébastien Lecornu a annoncé qu'il ne ferait pas le 49.3. Mais comme il n'a pas donné de cap, il y a eu un budget qui, entre guillemets, est le fruit du hasard, sans construction. Donc, je ne reviens pas effectivement sur ce que nous avons dénoncé, sur le caractère austéritaire, mais qui, du coup, est le fruit du hasard. Et à la fin, à la grande surprise générale, en tout cas, bon, pour ma part, c'est une première, on se retrouve avec un seul gars qui lève la main et qui vote pour la première partie de ce projet de loi de finances. Ça pose deux choses, quand même. Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirme le Premier ministre, c'est un échec cuisant de sa méthode, puisque, soi-disant, la méthode devait nous permettre d'y arriver. Quand il n'y a plus qu'une seule personne qui lève la main, je crois, ou alors on n'a pas la même notion de la réussite, mais bon, voilà. Et puis sur le fond, en fait, on ne dégage rien. Donc effectivement, là, le texte va revenir au Sénat. Je rassure peut-être tout le monde, ou j'inquiète peut-être tout le monde. Je ne veux pas en rajouter dans l'inquiétude suite à la chronique d'avant, mais le Sénat fera un budget de droite, mais bien de droite, comme il vient de le faire sur le budget de la sécurité sociale. Et ensuite, alors bon, je peux jamais, on ne va pas parler à la place des autres, je ne vois pas comment des groupes de gauche pourraient soutenir de tels budgets. Donc effectivement, très certainement, il y aura une loi spéciale, ce qui d'ailleurs doit un peu rassurer aussi chacun, pour le coup. On n'est pas comme aux États-Unis. À la fin du mois de décembre, tout le monde sera payé, contrairement à ce qu'avait affirmé Elisabeth Borne l'an dernier, à peu près à la même époque. La carte vitale fonctionnera le 1er et le 2 janvier. Et donc, si jamais vous avez un accident au moment d'ouvrir vos huîtres dans la nuit du 31 décembre, il n'y a pas de problème, vous serez pris en charge. En revanche, on recommence le même bazar à partir du 15 janvier, puisqu'il faudra quand même à un moment donné qu'on vote un budget. Oui, puisque du coup, la loi spéciale, c'est juste en fait de faire en sorte de faire perdurer ce qui était déjà le cas. On laisse perdurer ce qui a existé. On autorise l'État à percevoir les impôts et à payer les salaires. On se projette, on vous demandait justement, mais où est-ce qu'on va en finir, quel budget on aura. Peut-être qu'on peut revenir aussi un tout petit peu en arrière sur la stratégie qu'on a pu voir, ce choc de stratégie à gauche. Il y a eu d'un côté certains qui ont cru pouvoir infléchir la copie gouvernementale par le compromis, par exemple. D'autres qui ont choisi plutôt la confrontation face au projet austéritaire du gouvernement et de la droite. Vous, dans quel camp vous vous situez? Vous vous êtes situé justement pendant tous ces débats? D'abord, je crois que le pire, c'est de se situer dans des camps et de s'enfermer dans des cases desquelles on ne peut pas sortir. Moi, je veux d'abord revenir parce que, je veux le redire, le Premier ministre n'a pas dit la vérité aux Français ni aux formations politiques. Après, certains ont voulu le croire parce que ça les arrange, mais il ne peut pas y avoir de compromis quand il n'y a pas de ligne directrice. Parce qu'en fait, on ne met pas des gens dans une pièce en leur disant « vous négociez ». Mais on négocie à partir de quoi? Deuxièmement, il a fait le choix d'imposer un texte initial, plus qu'une copie martyre tout de même, parce que c'est le projet de budget pour la France, qui est d'une austérité sans précédent. Alors,
Je sais, ça devient pénible parce que chaque année, quand on nous présente le texte budgétaire, les communistes, on commence par dire c'est un texte d'austérité sans précédent par rapport à celui de l'année dernière. Mais si je dis ça, c'est que faut s'imaginer, il faut additionner. C'est-à-dire que l'austérité s'additionne d'année en année. Bon, il a ensuite voulu taxer l'ensemble de la gauche, d'ailleurs, je crois, en disant il faut faire des compromis. Mais la notion d'un compromis, si tant est qu'on puisse le faire avec un tel budget, et je fais partie de ceux qui pensent que ce budget-là ne permet pas les compromis. Parce que on commence par dire qu'il faut réduire la dépense publique au lieu de dire de quelles recettes on peut se doter pour satisfaire le besoin des Français. Donc, j'ai envie de dire, dès le début, il y a quelque chose qui est vicié, quoi. Voilà. Donc, pas de compromis possible. Mais en fait, pas de compromis possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, comme à chaque fois, comme sur chaque texte, les parlementaires, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, on fait des amendements, on arrive à faire passer des amendements, on arrive à parfois à amoindrir, je vais le dire ainsi, quelques coups, et c'est important, c'est notre rôle d'ailleurs. Mais on ne peut pas transformer un budget qui, dès le départ, dit, en fait, on va réduire les services publics, on va réduire le nombre de fonctionnaires, on va réduire l'aide aux communes, et après on verra. Et surtout, on ne va pas toucher les riches, et on va faire même pire, et on l'a vu au Sénat cette semaine, sur la sécurité sociale, et en plus, les gens doivent être responsables et on est tous à égalité. Ben non, en fait, on n'est pas tous à égalité parce que personne ne décide d'être pauvre, personne ne décide d'être malade. Ou alors on me présente, mais je n'en ai encore jamais rencontré. Et justement, ça pose la question de la stratégie des socialistes aussi, parce que ils nous ont présenté un certain nombre d'avancées comme des victoires, par exemple le décalage de la réforme des retraites. Ils ont voulu faire la promotion du jeu parlementaire, je mets des guillemets, parce que ils ont cru au compromis, ou en tout cas ils ont mimé de croire au compromis, mais quand je vous écoute, c'était couru d'avance. Aujourd'hui, comment vous jugez la stratégie des socialistes, justement ? Écoutez, après, moi je n'ai pas pour habitude de commenter ce que font les uns et les autres. Je crois que chacun doit maintenant s'en expliquer, et finalement, les Français sont tous suffisamment intelligents pour en tirer les enseignements, ce qui est évident, mais parce que je l'ai dit, y compris publiquement à plusieurs reprises. Je pense que ce qui était proposé ne permettait pas de dégager quelque chose de progressiste. Comment vont-ils s'en sortir ? En fait, je crois qu'il faut même se poser la question, comment vont-ils s'en sortir ? Personnellement, je ne sais pas. Le gouvernement ou les socialistes ? Les socialistes. Les socialistes. Oui, pardon, vous avez raison. C'est tellement compliqué, il faut bien préciser. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qui va ressortir comme capacité d'espoir pour que les gens aient envie de changer la réalité. Moi, ce que je constate quand même depuis maintenant 3 mois, c'est que les gens sont dégoûtés, sont en colère, voire n'en ont plus rien à faire. Et c'est presque ça le pire. Et ça fait quoi ? Ça fait le jeu de l'extrême droite. Et on a été un certain nombre à le dire. Chaque heure qui passe, bientôt, est un député du Rassemblement national en plus. Donc, voilà, et franchement, mais je veux bien me tromper, mais moi, je n'ai rencontré personne qui m'a dit, écoutez, Madame Cukierman, vous êtes communiste, vous êtes présidente du groupe communiste, on a un petit doute sur le fait que vous n'allez pas voter contre le budget. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de normal en démocratie. Quand on est dans l'opposition, on vote contre, quoi. Et je pense qu'il faut on a rendu compliqué des choses qui ne sont pas simples, mais en plus, on a amplifié le caractère complexe. Donc, je pense que l'issue va être tellement complexe qu'effectivement, personne ne pourra voter ce budget, il y aura une loi spéciale. Et on va reprendre le débat au mois de janvier. Mais j'ai envie de dire, bien évidemment, à quoi jouent tous ces gens-là ? À gagner du temps. Et en fait, pour répondre à votre première question, quel est l'objectif de tout ça ? C'est pas de trouver un budget pour la France. C'est de permettre à Sébastien Lecornu, qui aura été quand même le Premier ministre qui aura été le temps le plus court de la Ve République, peut-être, non pas d'être le plus long, mais en tout cas de durer un peu plus longtemps que quelques heures. Et pour le coup, pour l'instant, ça marche. Voilà. Comme vous êtes, comme on l'a dit en introduction, la présidente du groupe communiste républicain, citoyen et écologiste Kanaki, vous portez donc une attention particulière aux Outre-mer. Et donc, est-ce qu'elles sont les grandes perdantes du budget, comme il y a certaines voix qui peuvent le dénoncer ? Oui, mais moi, vous savez, je pense qu'il faut qu'on arrête. Je pense que les Outre-mer sont les oubliés, les territoires ruraux sont les oubliés, les quartiers de politique de la ville sont les oubliés. En fait, tous ceux qui ne sont pas dans une forme de norme, de moule, et où tout va bien, en fait, pourquoi ils sont les oubliés ? Et les Outre-mer plus particulièrement. Les Outre-mer sont les oubliés comme d'autres territoires, parce qu'en fait, on n'est pas dans un budget qui vise à redistribuer et à asseoir l'égalité,
quand même un des fondements de la République, et asseoir l'égalité comme un principe politique. Donc effectivement, et j'ai entendu, et la question des Outre-mer est assez... Moi j'ai entendu, compris des collègues, dire non mais même les Outre-mer, il faut qu'ils fassent un effort. Mais quoi, en fait, je pense que la situation en Outre-mer, la problématique de la vie chère est amplifiée par rapport à ce que nous vivons ici dans l'Hexagone. Donc je pense que c'est un révélateur, justement, cette maltraitance, je vais le dire ainsi, budgétaire des Outre-mer. C'est-à-dire que, comme on veut faire des économies, bien, quand on fait des économies de cette ampleur-là, ce sont les plus faibles qui trinquent. Donc c'est les pauvres, c'est les territoires éloignés, c'est tous ceux qui ont besoin de l'État. Mais c'est quand même beau moi je pense d'avoir un État qui vient aux côtés des plus pauvres et de ceux qui en ont besoin. Donc tous ceux qui en ont besoin, c'est ceux qui deviennent les grands perdants de ce budget. Justement, vous parlez de territoire et de maltraitance. Il y a des demandes d'économie concrètes faites justement aux collectivités. On est à près de 5 milliards d'euros, on va dire, en tout cas dans la fourchette basse, évidemment. Et dans le même temps, Sébastien Lecornu parle de décentralisation, d'actes de décentralisation. Donc décentraliser avec moins d'argent, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, ça ne marche pas. Mais je crois qu'il faut se le dire très tranquillement. D'abord, les collectivités aujourd'hui, donc les communes, les départements, les régions, aujourd'hui, ça représente en moyenne 70% de l'investissement public. Ça veut donc dire que l'argent qui aujourd'hui, dans le budget, est attribué aux communes, aux départements et aux régions, ce sont autant après d'investissements qui créent de l'emploi, qui permettent aux entreprises de fonctionner et qui répondent aux besoins des gens surtout, parce que quand on construit un collège, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce qu'on a besoin que nos jeunes soient dans des bonnes conditions d'apprentissage. Faire une décentralisation en réduisant ces moyens-là, on risque là encore d'avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'en fait, l'État finit de mettre sous tutelle, pour aller vite, les collectivités, et du coup, ce n'est plus une décentralisation. Le principe de la décentralisation, c'est de donner du pouvoir à l'échelon local, et c'est pour ça que les communistes, nous l'avons toujours défendu, parce que nous sommes convaincus que c'est dans la proximité à l'échelon local que l'on peut faire de la politique et redonner une forme de lien entre les citoyens. Mais si demain, il n'y en a pas les moyens, en fait, vous aurez des communes qui vont gérer je ne sais quoi. D'ailleurs, le rôle d'une commune, c'est pas simplement de faire des mariages et d'enregistrer des naissances ou des décès. Voilà, c'est avant tout de répondre aux besoins des gens. On avait aussi envie, évidemment, Cécile, de parler avec vous de l'actualité, de la stratégie du Parti communiste français par rapport à un certain nombre de sujets. En dehors du budget, il y a un fait de société qui a marqué l'actualité ces derniers jours. C'est bien sûr le meurtre à Marseille de Mehdi Kessessi par des trafiquants de drogue. Lors du meeting du Parti communiste dans cette ville dimanche 23 novembre dernier, la sécurité est naturellement revenue dans le discours. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, a évoqué le besoin d'un retour urgent des services publics dans les quartiers, et notamment la police et la justice. Vous êtes de celles qui pensent que la gauche a déserté la question de la sécurité ? Je vais répondre très sincèrement. Je ne sais même pas si elle l'a déserté. Je pense qu'elle l'a à un moment donné sous-estimé au cours des dernières décennies. Et que du coup, nous avons, mais collectivement et dans le nous, bien évidemment, je m'en inclus, on a une forme maintenant où on court un peu derrière, parce que pour le coup, on a une extrême droite qui a surinvesti ce débat de la sécurité, et pas forcément avec une logique d'apporter de la sécurité à chacun, voilà, mais plutôt une sécurité qui divise, qui stigmatise, etc. Et donc, il y a eu pendant des années une forme de malaise, etc. Je pense qu'on y revient, mais on n'y revient pas pour faire la course à l'échalote. Et de toute façon, si on fait ça, ça sert à rien, ça ne marchera pas, on le fera jamais. Voilà. Mais pour dire effectivement, parce que nous avions défendu, alors ça nous ramène quelques années en arrière, mais au moment de la gauche plurielle, l'établissement d'une police de proximité, c'est-à-dire d'une police qui n'est pas là simplement pour sanctionner, mais qui est aussi là pour simplement faire de la tranquillité publique. Et dans ce simplement, c'est déjà beaucoup. Et parce que, si je regarde sur les dernières années, quand il y a des difficultés, quand il y a des émeutes, ceux qui ont leur voiture qui crame, ceux qui n'ont pas de bus le lendemain matin parce que le bus a été cramé,
c'est pas ceux qui habitent les beaux quartiers. Donc oui, je pense que la sécurité, elle est importante. Fabien Roussel propose l'embauche de 60 000 policiers supplémentaires. Mais c'est pour ça... Après, ce que vous appelez les émeutes, c'est aussi ce que d'autres appellent des révoltes. Fabien Roussel, par exemple, au moment de Naël, qui sont les dernières grandes révoltes qu'il y a eu, avait dit qu'il condamnait tout ça. Et en même temps, c'est des violences qui étaient aussi, qu'une partie de la gauche comprenait aussi, parce que c'était des personnes qu'on n'écoutait jamais, etc. Et donc c'était... Est-ce que la solution là, dans ce cas-là, de la police qui vient pour maintenir un ordre, finalement aussi, d'abord, je pense défendre les intérêts de la bourgeoisie, c'est aussi une... Non, mais d'abord, je n'ai pas dit ça, et je pense qu'on peut convoquer tous les grands principes. La première chose, c'est qu'une police de proximité, c'est permettre aux gens de bien vivre. Donc on peut quand même se dire que si les gens vivent bien, effectivement, il n'y a pas d'émeute. Et deuxièmement, la notion de révolte, c'est quelque chose qui s'organise avec une perspective. Donc il y a eu effectivement le premier soir de la mort de Naël, l'expression d'un désespoir et d'une colère, et que l'on peut comprendre. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on se dise que c'est la meilleure manière de s'exprimer dans ce pays si on veut construire un avenir meilleur pour tous. Et dans les jours qui ont suivi... D'accord. Mais quand personne ne vous écoute, vous ne vous immolez pas par le feu en plein milieu pour qu'on vous regarde. Donc en fait, la question, elle est quelle construction collective on apporte. Et on le sait. Et moi, vous savez, dans le département de la Loire, d'ailleurs, c'est assez évocateur ce qui s'est passé. On a été attaqué des mairies. Voilà, 2 mairies communistes qui sont celles qui font le plus en termes de conseils de quartier, de qualité d'écoute. Donc je pense que la problématique, à un moment donné, bien évidemment, et on le sait aussi qu'il y a eu de la récupération, etc. Et donc, on peut se dire que le rôle... au cadrage médiatique, etc. Non, mais il n'y a pas de cadrage médiatique, y compris toutes les études le montrent. Les réseaux sociaux ont beaucoup joué sur ça. Non, mais moi, je pense qu'il faut savoir dénoncer, effectivement, quand il y a un ordre établi qui vise à mettre sous chape de plomb une société, qui vise à opposer les gens, qui peut parfois à des moments, et malheureusement trop souvent, y compris faire des actes de violence alors qu'elle est là pour protéger les gens. Et donc ça, et la nécessité d'une police républicaine. Parce que sinon, on a un double discours. Et très sincèrement, personne, dans ceux qui ont vécu dans ces quartiers-là, n'ont applaudi des deux mains ce qui s'est passé au mois de juin 2023. Je vous propose, pour rester bien factuel, de réécouter ce que Fabien Roussel a dit ce week-end. Ce ne sont pas quelques millions d'euros en plus qu'il faut au ministère de l'Intérieur et de la Justice. C'est 2,5 milliards d'euros de crédits supplémentaires dont nous avons besoin pour embaucher ces 60 000 agents, pour former, pour faire en sorte qu'il y ait plus de douaniers, plus de gardiens de la paix, plus de magistrats dans la République. C'est 2,5 milliards que nous voulons, et dès maintenant, voilà ce que nous exigeons de la République. Et j'en profite pour dire que nous apportons tout notre soutien aux enquêteurs, aux forces de l'ordre, aux magistrats qui se battent contre cette mafia avec si peu de moyens. Et nous, jamais nous ne dirons « tout le monde déteste la police », nous les soutenons. Et nous voulons des gardiens de la paix au service du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Fabien Roussel qui parle de moyens en plus, mais aussi de soutien. Mais il y a d'autres façons de parler de la police et de toutes les questions qui peuvent être autour de cette question-là en ce moment, notamment en parlant de formation. Vous avez dû le voir, ces vidéos qui ont été révélées par Libération et par Mediapart autour de Sainte-Soline, où on voit certains abus pour rester mesurés. Pourquoi ce choix de ne pas parler de formation, et quelle est la ligne du Parti communiste justement sur la question du besoin de formation, que ce soit des policiers comme des gendarmes? D'abord, vous savez, dans un meeting, on ne peut pas tout dire. Donc, je ne sais pas si vous êtes adhérent au Parti communiste français, mais vous avez en tout cas le même comportement. C'est-à-dire que quand on sort d'un meeting, on commence par vous dire tout ce que vous n'avez pas dit. Deuxièmement, il y a des milliers d'exemples où l'on demande la formation. Je crois que d'ailleurs, ce qu'il a voulu dire, d'ailleurs, il ne dit pas qu'il faut plus de police avec des matraques pour aller casser la gueule aux gens. Non, mais parce que parfois, à force de tous tout mélanger, donc il dit qu'il y a besoin que nous soutenons une police, effectivement, qui protège les Français. Alors ensuite, j'ai envie de vous dire pourquoi il l'a pas dit. Vous savez quoi, vous l'appelez. Moi, j'en sais rien. C'est pas moi qui ai écrit son discours, donc je peux. Mais là, pas on est vraiment sur la position du Parti communiste français sur le fait de réformer. Mais je veux dire, d'abord. Nous avons à l'Assemblée nationale et au Sénat interpellé le ministre de l'Intérieur suite aux révélations sur l'affaire de Sainte-Soline. Je parle des parlementaires communistes. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il faut arrêter. Il n'y a pas d'un côté la répression, d'un côté la formation. Justement, ça, c'est ce qui a tué la gauche sur ces questions-là, je pense. Donc il y a un moment donné, oui, bien sûr qu'il y a besoin de formation. Vous aviez précédemment toute la question autour des violences faites aux femmes et des violences sexistes.
Moi, vous savez, quand j'ai été conseillère régionale, je me suis battue pour qu'il y ait des formations sur la question du premier accueil, c'est-à-dire quand on est victime et qu'on vient porter plainte. On peut se dire objectivement, me semble-t-il, qu'en 15 ans, il y a eu un bouger. Et ce n'est pas parfait, et je sais ô combien, et j'ai en tête un certain nombre, y compris de commissariats, de gendarmerie, où il y a encore... Donc voilà, je n'ai aucun problème. Donc oui, il y a besoin de formation, mais il y a aussi, pour revenir, compris sur l'affaire de Sainte-Soline, il y a aussi besoin de moyens, parce que vous pouvez former tous les policiers que vous voulez. Quand on est face à une profession qui n'est même plus en capacité de prendre quelques heures de répit, qui ont des jours de congé qui s'entassent, à un moment donné, vous avez des policiers. Sainte-Soline, il y avait quand même des discours où ils voyaient le peuple comme un ennemi, et c'était clair. Mais est-ce que je vous ai dit le contraire ? Non, mais c'est pas une question de formation. Mais... Excusez-moi, c'est par rapport au programme qu'on essaye de vous demander pour le programme du Parti communiste. Justement, est-ce qu'il faudrait réformer la police ? Est-ce qu'il faudrait... Oui, mais d'ailleurs, on l'a déjà dit. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que je redis. On aimerait, je redis. Si la question, c'est de s'en tenir à 2 phrases d'un meeting, on ira... Personne n'ira bien loin. Et donc, nous l'avons déjà dit, je pense, ce qui est bien maintenant, c'est qu'en plus tout est en ligne, donc j'invite chacun à aller regarder. Voilà, moi je vais pouvoir suivre le meeting les textes sur le thème de la sécurité. Et le discours était sur la sécurité. Et sur la question, d'abord, sur la paix et la question du narcotrafic, le discours n'était pas sur quelle police faut-il en France aujourd'hui. Mais cette phrase, elle interpelle aussi quand on entend Fabien Roussel dire jamais nous dirons tout le monde déteste la police, nous la soutenons. Il y a quand même une absence absolue de nuance. Il y a tout un monde entre on déteste la police et de l'autre côté un soutien absolu. Oui, c'est des effets de manche, mais j'ai envie de vous dire, vous avez reçu suffisamment de gens ici qui en font tous les jours et que personne ne reprend et qui sont parfois tous dans l'excès. Donc si vous voulez, mais... Effectivement, on ne peut pas dire que tout le monde déteste la police. Voilà, parce que c'est pas vrai, d'abord. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Et quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que la police actuelle, tout va bien et qu'il n'y a rien à y faire. Et que, compris, il n'y a pas, au-delà même de la question de la police, à poser la question de l'action sociale, de la protection de l'enfance, de la vie dans les quartiers, qui ne se traduit pas uniquement, bien évidemment, par une présence policière. Et que la vraie difficulté, et il le dit un peu plus loin, c'est aussi que dans ces quartiers-là, les services publics en sont partis et qu'il n'y a plus rien. Là où il y avait avant de la capacité à vivre ensemble. Quand les gens ne vivent plus ensemble, ben oui, ça se passe pas bien. Je précise juste avant, vous parlez de police de proximité, etc. Mais il y a quand même un vocabulaire qui a été employé par Fabien Roussel qui est particulier, qui dit on va faire la guerre au narcotrafic. On n'est pas vraiment dans la police de proximité là. Oui, mais je pense que tout le monde, on peut tous être naïfs. La question du narcotrafic, elle est, on parle pas on n'est pas comme il y a 20 ans quand on parlait des dealers. Le narcotrafic, c'est aujourd'hui une organisation qui infiltre tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, vous avez des agents sur les ports qui vont travailler la boule au ventre, et tout autant syndicalistes qu'ils peuvent être le reste du temps. Vous avez aujourd'hui des douaniers, vous avez des magistrats, c'est-à-dire que, bien évidemment, nous ne sommes pas un État d'Amérique latine. Mais aujourd'hui, et quand nous avons examiné le projet de loi sur le narcotrafic, il y a maintenant un peu plus d'1 an au Parlement, les témoignages sont édifiants et inquiétants. Donc oui, et moi, je ne veux pas d'un monde, parce que le narcotrafic demain, c'est aussi la corruption, et il n'y a qu'un pas pour arriver au narco-État. Et ça, je pense que ce n'est pas le mieux que les Françaises et les Français ont besoin. Toujours sur la question. L'autre grand sujet de ce meeting, c'était donc le travail. Et votre slogan, c'est d'ailleurs le parti pris du travail et de la paix. Alors pourquoi vouloir être le parti du travail et pas celui des travailleurs dans un système néolibéral ? Mais parce que, écoutez, c'est une formule, quoi. Moi, après, excusez-moi, je suis pas non plus venue là pour faire, d'abord, je suis pas la porte-parole, quoi. Je suis pas la défenseuse plutôt de Fabien Roussel. Donc, s'il y a des formules qui vous ont gêné... Non, mais que vous avez... parce que c'est le slogan qui a été choisi, parce qu'il y a quelqu'un qui a... C'est un choix que ce soit travail et pas travailleur. Non, mais vous pensez vraiment qu'on se pose toutes ces questions? Mais à part celui qui veut dézinguer les communistes, en fait, personne ne se pose ces questions-là. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais oui, si, c'est ça. Parce que là, en fait, si vous voulez, depuis tout à l'heure, vous essayez de trouver ce qui ne va pas. Ce qui est quand même
impressionnant, c'est que moi, vous voyez, quand je rencontre les gens au quotidien, il y a ceux qui n'ont pas de travail, il y a ceux qui sont en souffrance au travail, il y a ceux qui ont besoin d'avoir un meilleur salaire, etc. Donc oui, on parle du travail comme on parle de la paix, mais on n'a pas dit les travailleurs et les pacifistes. Vous avez raison, puisque l'intelligence française eût été, si on nous vient là, de changer. Donc je crois... Voilà. Cécile Cukierman, nous, on essaie juste de faire notre travail à aucun moment. Moi, je vous réponds, je n'ai pas la compétence d'être une analyste de la communication. Donc, si la communication, non, pardon. J'ai envie de vous dire, du Parti communiste français, je voulais poser une question derrière je vous invite à inviter le responsable de la communication et à poser ces questions. Cécile Cukierman, là, on demande juste... Attends, moi, je ne pose pas toutes ces questions, en fait. Cécile Cukierman, là, on vous demande juste des précisions sur ce que nous, on peut comprendre, sur ce qu'on... Mais à aucun moment, il y a la volonté de dézinguer qui que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Donc, on poursuit vraiment très tranquillement. Je ne dis pas que c'est la volonté, mais je suis pas non plus naïve, on vit tous dans le même monde. Donc, je sais aussi ce qui se dit sur certains réseaux sociaux, je sais comment ceci est interprété, je sais comment après cela me revient. Donc, ces questions-là, elles viennent pas... Il n'y a pas de spontanéité dans la vie. Donc, il y a la volonté de regarder et de commencer à se dire, voilà, donc, pourquoi est-ce qu'on a mis travail et pas travailleur ? Vous savez quoi ? J'en sais rien. Et en plus, c'est le dernier de mes problèmes parce que je pense que la vie des gens mérite mieux que ça. Le slogan, en fait, c'était pour vous faire parler de quelque chose, justement, c'est plus profond. C'est la question, effectivement, donc c'est le choix du slogan, donc... Voilà, mais en fait plus loin, ça pose plusieurs questions aussi parce qu'on voit qu'il y a par exemple la valeur travail qui est quelque chose que André Chassaigne en a parlé, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent, d'habitude, on associe plutôt à la droite, mais et en fait de mettre en avant le côté du travail et qui pourrait mettre aussi écarter un petit peu, on va dire, les personnes qui sont éloignées du travail, comme les personnes qui sont au chômage, au RSA. Il y avait eu un petit peu cette phrase sur la gauche des allocs qui avait été prononcée à l'UMA. Et donc, est-ce que ça divise pas aussi les personnes qui sont éloignées de l'emploi, les personnes qui ont un travail, et voilà, d'avoir ce... Écoutez, moi d'abord, les gens que je rencontre qui sont éloignés de l'emploi, leur première priorité, c'est d'avoir un travail, contrairement à ce que la droite dit. Mais ils ont besoin d'avoir des aides aussi. Contrairement à ce que... Mais bien sûr, ils ont besoin d'aide, mais contrairement à ce que la droite raconte, les gens qui sont éloignés du travail, ils ne s'en satisfont pas et ils n'ont pas envie de rester éloignés du travail. Et moi, mon combat politique, c'est que chacun ait un travail. Et quand on défend le travail, c'est pour que tout le monde en ait un. Donc là aussi, on peut jouer après sur les formules et les raccourcis de phrases, mais personne au Parti communiste français dit qu'on ne va s'intéresser qu'à ceux qui travaillent et que les autres, ils n'ont qu'à crever la bouche ouverte. Deuxièmement, sur la valeur travail. La valeur travail, je pense que c'est une vraie exigence, mais qui a toujours été portée par la gauche. On peut reprendre y compris les grandes pages de Jaurès en la matière, bien évidemment. Que la droite l'ait repris pendant un temps, qu'on ait à un moment donné une gauche qui s'en soit détournée, c'est une réalité. Mais moi, je continue de dire que oui, la valeur travail, c'est ce qui permet de poser comme acte politique le fait que dans une société, on a besoin d'assurer à toutes et à tous un travail et que celui qui n'en a pas, la société doit le protéger. Et sinon, mais c'est vrai que la valeur travail, c'est très associé à Nicolas Sarkozy. Sinon, on est dans une société moraliste. À la méritocratie. Sinon, on est dans une société moraliste et on n'est plus dans une république sociale. Et donc, dans cette société néolibérale, on a besoin il est au cœur de la société. Parce que par le travail, on se sociabilise. Parce que par le travail, on crée des richesses. Et dans le travail, on compte aussi le travail domestique, etc. Là, c'est vrai que c'est le travail, donc l'emploi, en fait, le marché du travail. Mais finalement, tout le monde travaille. Les gens au chômage aussi travaillent, le travail domestique, etc. Très bien. Et les retraités continuent de travailler, etc. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer le schmilblick. Cependant, je pense que l'objectif, justement, est de poser la nécessité d'avoir un travail pour tous. Parce que sinon, et effectivement, la question est posée aujourd'hui. D'ailleurs, parce que la droite utilise cette expression valeur travail d'une manière complètement dévoyée. Et donc, quelle est la conséquence ? Oui, celui qui est au RSA, il peut faire un effort quand même. C'est presque de sa faute bientôt. Donc moi, je pense que le réaffirmer comme une valeur de gauche, c'est au contraire asseoir toutes les solidarités qui en découlent quand on en est exclu. Non pas parce que, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, c'est un choix et on a envie de vivre des allocs, parce que personne ne vit bien des allocs, mais au contraire, d'une redistribution par la suite.
Vous dites tout le monde aspire à un travail, c'est vrai, mais pas n'importe quel travail. Et vous parliez tout à l'heure, quand Loumi vous posait la question, que c'était juste une formule. Mais les mots ont un sens, surtout dans la lutte, surtout quand on est communiste. Et le problème, enfin moi c'est le problème que je ressens quand j'entends le parti pris du travail, c'est que ça pose l'idée de défendre le travail tel qu'il est, n'importe quel travail, alors qu'on entend plutôt le communiste dans la défense du travail tel qu'il devrait être. Est-ce que ça pose quand même question de ce côté-là, le travail tel qu'il devrait être pour assurer la dignité des travailleurs? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, on ne va pas revenir sur le débat sur la formation. Je pense que vous Donc, n'avez c'était pas qu'une question aucun de formule. communiste qui dit que tout va très bien au travail. Et donc, je redis, mais voilà, que réaffirmer que le travail est une valeur essentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire y avoir accès, et ça veut dire s'y épanouir, et avoir des conditions correctes et un salaire à la hauteur de ce qu'on fournit. Bon, voilà, donc on en revient quand même à ce que nous évoquions tout à l'heure. C'est un slogan. Donc forcément, il est imparfait. C'est-à-dire que, alors je sais que le défaut des communistes souvent, c'est de vouloir faire en un tract d'une page l'équivalent de 5. Donc c'est illisible. Donc je constate que quand on fait trop court, c'est aussi mal compris. Donc soit je crois qu'à un moment donné, on regarde l'ensemble et rien aujourd'hui, personne ne peut laisser dire que les communistes se satisfont de la qualité du travail aujourd'hui en France. Alors justement, ces derniers temps, un débat a agité la gauche française, mais aussi à l'international, notamment depuis l'élection de Zoran Mamdani à New York, celle entre assumer une radicalité claire, justement pour aller, pour rassembler dans son camp, ou plutôt d'ouvrir son discours pour conquérir une respectabilité au-delà du camp de la gauche. De ce côté-là, est-ce que le PCF a trouvé cette question entre radicalité et changer un petit peu son discours, l'atténuer peut-être pour aller conquérir d'autres parts de marché, pour parler à un bon capitaliste? D'abord, moi, je parle aux Français, je ne parle pas aux parts de marché, et j'ai cru comprendre qu'en tout cas, quand on l'atténue, ça vous titille. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus ce qu'il faut faire là. D'où la question. Je vais ressortir en disant finalement, ouais, peut-être que bon. Moi, vous savez, je ne suis pas nostalgique du passé, donc moi, je pense non pas qu'il faut l'atténuer. Je pense que pour rester très marxiste, il faut le mettre dans l'air du temps, et c'est ça en fait. Donc, bon, après, c'est toujours compliqué parce que vous avez les tenants de la vérité absolue. Donc, effectivement, dès que vous modifiez quelque chose, vous devenez un traître à la cause, et donc vous n'êtes pas au niveau. Mais je pense qu'il faut quand même continuer comme ça. Ensuite, bon, la victoire du maire de New York, moi, je pense que c'est une belle victoire, parce que dans ce pays qui est totalement trumpisé, ça donne un peu d'espoir de se dire que quand même, il n'y a pas que ça. Bon, après, vous savez, vous pouvez être révolutionnaire dans le discours, mais quand vous regardez bien le programme, on est quand même loin de la révolution, et on est quand même loin du communisme. Oui, mais il a quand même réussi à convaincre au sein du Parti démocrate, qui est encore plus loin. Je suis d'accord, mais je veux dire, moi, je ne me méprends pas de la remarque de Trump, qui de toute façon taxe de communistes tous ses adversaires. J'ai pas de problème là-dessus. Et effectivement, mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez surprenant, parce que il me semble, mais je peux me tromper, qu'on a forcément une lecture des États-Unis qui est toujours faussée, et on l'a eu d'ailleurs au moment de l'élection de Trump. Tout le monde avait parié qu'il ne serait pas élu, finalement il a été élu, etc. Parce que le mec est dingue. En vrai, voilà, il n'y a pas de sujet. Donc, oui, effectivement, ce que j'en ressens, c'est quoi? Ce que j'en retire, c'est ce que vous dites. Il a, entre guillemets, c'est un personnage inattendu au sein des démocrates, et très certainement, ça permet d'enclencher la dynamique et de faire basculer cette ville de New York, quoi. En tout cas de la prendre. Après, c'est ce que je vous dis, il a un discours assez qu'on pourrait qualifier en France d'assez radical. Quand on regarde réellement le programme, j'écoutais, il y avait plusieurs, compris intellectuels de gauche, plutôt proches de nous, qui le décortiquent. J'avais compris sur la question des supermarchés, vous savez, ouverts à tous. Bon, en fait, c'est 1 pour 400 000 habitants, quoi. Voilà, on n'est pas loin des émeutes, tout de même. Mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question sur le choix. C'est vrai qu'on a l'impression que les communistes français... Vous savez, je vais vous répondre très simplement. Vous savez, être communiste, c'est accepter la dialectique et la contradiction. Et je pense que la force et la place du Parti communiste français, c'est d'être ni l'un ni l'autre, et de chercher en permanence à dépasser cette contradiction entre une forme de radicalité qui peut être très jouissive même parfois, mais qui ne répond pas et qui ne transforme pas la vie des Français, et un autre écueil qui serait, à force de se renier, de ne pas satisfaire la transformation nécessaire de la société. Et entre les deux, eh bien, je crois que l'engagement communiste trouve sa raison dans la capacité
à dépasser ces deux oppositions. Justement, c'est la stratégie portée par Fabien Roussel, notamment cet entre-deux, avec Ça va, d'un côté... Je suis une bonne communiste, c'est bon. Vous êtes dans la ligne, vous êtes dans la ça ligne. va, c'est bon. D'un côté, ce programme de rupture, mais aussi de l'autre côté, cette volonté de transcender les clivages, disons, de s'adresser à tous. Résultat, Fabien Roussel a obtenu une certaine popularité, on le trouve dans les sondages d'opinion, mais elle ne se traduit pas électoralement. 2,28% à la dernière présidentielle. Est-ce que ça plaide pas pour un changement de stratégie ? Alors d'abord, je crois que vous êtes une des premières personnes que je rencontre qui me dit que Fabien Roussel n'est pas quelqu'un qui clive. Et je pense que la dernière campagne de ces élections présidentielles, voire les polémiques parfois de cet été, je pense pas qu'on puisse dire... Voilà, alors peut-être qu'il ouvre certaines visions qu'on peut avoir des communistes, mais je pense qu'il cherche aussi des fois le clivage. Et voilà, ça c'est chacun son truc. Non mais après, vous avez raison. D'abord, oui, ça ne se traduit pas... vous savez, en politique... faut être connu, il faut qu'on parle de vous, il faut qu'on vote pour vous. Donc le troisième temps n'arrive pas si vous n'avez pas les deux premiers. Donc on peut être très bon dans le premier, on peut être très bon dans le deuxième, et le troisième, on n'y est pas encore. Voilà. Et la réalité, c'est celle-ci, donc on va pas se raconter notre histoire. En revanche, je pense aussi que on est dans un tel désespoir politique. Voilà, c'est comme ça. Que on a tous été biberonnés pendant des années à la notion d'un vote utile de gauche, alimenté à l'époque, sous l'ère Mitterrand, par le Parti socialiste, etc. Qu'en réalité, aujourd'hui, les Français, en fait, ils font leur vote utile. Et donc, en vrai, on est dans des premiers tours. Et comme on est encore ce matin, ou hier, je ne sais plus, envahi de sondages qui sont déjà en train de nous annoncer les résultats de l'élection présidentielle qui ne vont avoir lieu que dans 1 an et demi, oui, forcément, en fait, on est tous à se demander, mais qui va être au deuxième tour ? Mais est-ce que d'abord, on pourrait avoir un débat de premier tour ? Et donc, pour le coup, moi je le dis, et on peut tout faire, on peut être les meilleurs, les plus mauvais, etc. Oui, on aura toujours de la difficulté à avoir cet espace-là. Au nom de ça, si à chaque fois qu'il y a des difficultés, on renonce, il faut faire autre chose que de la politique. Justement, pour continuer de vous demander de préciser, sur certains sujets, il semble qu'il y a eu des différences de vision au sein même du Parti communiste. Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus donc divisés au sujet du port du voile dans le sport en février 2025. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez contre l'interdiction ? Pourquoi tout d'abord... pourquoi vous êtes abstenu, pardon. J'ai compris, c'est bon. D'abord, je me suis abstenue au lieu de voter contre ou au lieu de voter pour. Parce qu'en fait, si vous voulez, le principe d'une abstention, c'est justement... Alors, c'est la droite qui a totalement voté pour, donc vous auriez totalement voté avec la droite si ça avait été le cas. Deuxièmement, c'est pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même maintenant depuis quelques années, c'est régulièrement... Je dis pas que je vais pas dire que c'est fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des votes différents au sein du groupe. Et j'ai envie de dire, quelle est votre position là-dessus sur le Parlement ? On est en organisation démocratique. Non, mais parce que ça surprend toujours. Vous savez, moi, j'ai pas de problème que dans mon groupe, on ait des votes différents. Sur la question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements. Et donc, sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Et que la notion de la laïcité, y compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Ensuite, il me semble que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Voilà, d'où une abstention, parce que certains, et on le voit depuis ce matin avec tout ce que la droite veut proposer, il y a ceux qui veulent tout, il y a ceux qui veulent rien. Autorisez-moi un peu à nuancer ces radicalités d'ailleurs des deux côtés. Je pense que c'est un vrai sujet. Ces textes-là ne font pas avancer le vrai problème, qui est la place finalement de chacun dans notre pays. Mais force est de constater, et je le dis très tranquillement, et voilà, d'abord, premièrement, cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture
où on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie, parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. Donc vous faites un lien direct entre... France. Parce que oui, là c'est pas du tout la même chose. Moi, ce dont je vous parle, c'est les femmes qui portent le voile, qui veulent faire du foot le dimanche avec leurs copines et qui se font exclure, alors même que vous estimez déjà, ou en tout cas souvent les défenseurs de l'interdiction estiment qu'elles sont déjà pressurisées dans leur milieu, et donc on les exclut un petit peu plus, parce que là vous parlez des compétitions officielles, mais moi je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. D'abord, et que vous venez de comparer du coup je avec ne fais aucun lien. Non, D'accord. moi je vous ai pas dit ça. Moi je vous ai expliqué mon parcours pour vous expliquer ma position, mais je fais aucun lien. Mais comme ce sujet est toujours électrique, on essaye toujours tous de faire des raccourcis. C'est pour ça qu'on vous demande une Non, mais précision. C'est ce qui vient d'être fait. Voilà. Donc moi, je fais aucune comparaison. Je dis simplement que voilà, et que la question, dans un certain nombre d'orientations politiques de certains, le port du voile est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Et ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Ah, Eh ben, vous voyez, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, Non, mais d'accord. c'est bien de les écouter. Oui, mais vous savez, il y a des femmes le dire. oui, il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari Là, parce c'est vous qu'elles qui l'aiment. faites- Donc, vous là, c'est pensez vous qui qu'elles se faites sont- Bah non, mais des parce dérapes. que si vous voulez, je veux dire, à force de caricaturer ce débat-là et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, on Alors là, arrive c'est des à mots, ces défauts-là. Donc, effectivement, moi, je ne sais pas. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie, et j'ai élevé mes 3 enfants, et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Et donc, Mais c'est on n'est pas contrôler libre. le corps des femmes. Non, mais C'est le une façon libre de choix, contrôler le corps des femmes en leur interdisant de porter le voile. le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Mais Donc, quand on est dans... Bien sûr, mais vous pouvez lever les yeux au ciel, bien Mais sûr là, qu'il c'est faut le un cas nuancer. quand même qui décide il y a de des porter le études, voile qui est documenté. Qui C'est quelque décide de porter le Mais voile il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait Il y a libres des et tout à femmes, fait voilà. féministes. Et il y en a... Et moi, j'en ai eu un... Mais bien sûr, j'en ai eu qui comme vous des disent que c'est anciennes une élèves oppression, mais c'est qui une vous évidence. disent que Mais plus il y en a évidemment. qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Donc, Mais- vous voyez, non, mais donc, la question, Mais elle c'est est... Carmen, c'est aussi le Mais- sujet, le sujet du voile dans le sport. Il est aussi lié, par exemple, Olivier Giroud, il a des croix, voilà, il est catholique, et on le voit sur tous ses bras, évidemment. Et tous les hommes qui se signent sur le terrain quand ils rentrent, personne ne va leur demander ni de leur couper les bras, ni ne va les embêter. À la fin, ce sont toujours les femmes que l'on vient, à qui on vient d'expliquer qu'elles sont trop habillées ou pas assez habillées. Donc la position du Parti communiste français aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il faut retirer son voile avant de Non, mais rentrer dans une d'abord, compétition sportive. C'est intolérable. Non, mon vote n'est pas la position du Parti communiste français. Moi, c'est Non, ce que je vous demandais aussi. Mais d'abord, il y a des groupes parlementaires qui ont leur propre fonctionnement et qui s'inscrivent et qui font des votes à des moments donnés au regard d'un débat. Il y a la position du Parti communiste français, et me la demandez pas, j'en sais rien. Donc comme ça, vous voyez... Parce que vous êtes porte-parole, donc on va c'est pas... pour ça que Oui, je vous mais demande. voilà, vous savez... moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui savent tout sur tout, mais moi, j'ai un peu d'humilité en la matière, voilà. Et troisièmement, oui, il y a des fois, et ben voilà, comme je vous le disais, parce que ce sujet est compliqué, y compris, notre groupe a eu des votes différents. Et je pense que finalement, cette différence dans les votes, elle est plutôt représentative de la complexité de ce débat, plutôt qu'une grande division entre nous. Alors, vous voulez également vous parler des municipales et du communisme municipal, qui est là où il s'est implanté, a eu le mérite de développer des services publics, du logement, et plus de services publics, plus de démocratie. C'est bien le meilleur antidote contre l'extrême droite. Donc, on imagine que c'est ce que vous avez envie de particulièrement développer sur la période d'ici les municipales qui vont arriver en mars. Oui, alors l'élection municipale, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, on en parle beaucoup et on a plus de 36 000, on a 35 000 communes avec toutes en fait des réalités très différentes. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour nous les communistes, la question, c'est effectivement de porter dans le débat national, je vais dire ainsi, ce que pourraient et devraient être les communes, même si nous avons parfois conscience que, on l'évoquait au tout début, la question du financement fait que c'est quand même compliqué. Et effectivement, je le disais, c'est l'échelon de base de la démocratie, et donc c'est là que se fait ce lien. Bon, malheureusement,
Est-ce que c'est la seule antidote contre l'extrême droite ? Je crains que non, voilà, parce qu'aujourd'hui, l'offensive est telle que, vous savez, une digue, ça empêche une inondation jusqu'au jour où c'est un tsunami qui vous la renverse, quoi. Et je pense qu'on en est là, malheureusement, si ça continue. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que les maires communistes ont eu développé pendant plusieurs années des colonies de vacances, ont été parmi les premiers à mettre en place la tarification sociale dans les cantines il y a maintenant plusieurs décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la plus grande majorité, je vais le dire comme ça, voilà, comme ça, chacun fera ses pourcentages, c'est mis en place. Donc moi, je suis fière de cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on remet... Alors bien évidemment, on n'est pas l'État. On ne prendra jamais la place de l'État. En revanche, comment on remet de la proximité, de la justice sociale, et je crois que c'est ça la force, en tout cas, des élus communistes, d'ailleurs qu'ils soient en majorité ou en opposition. Comment est-ce qu'on essaye, autant que possible, de construire avec les citoyens les choix politiques à prendre ? Et finalement, c'est important parce que aujourd'hui, rien dans l'opinion publique et le pouvoir médiatique dominant, Miluma, pour le dire au directeur. Non, mais et le pouvoir médiatique dominant ne laisse la place à cela. Et y compris, mais dans les institutions, quoi. Vous savez, au Sénat, mais des fois, il faut voir, quoi. Des fois, on a des collègues qui disent « Ah, mais en plus, on va pas se prendre la tête avec les citoyens. » Bah si, en fait. Bah si. On est dans un contexte particulier, on parlait de l'avancée de l'extrême droite, il y a aussi des divisions à gauche, on y reviendra un peu plus tard. Mais d'abord, quel est l'objectif des communistes pour les prochaines municipales ? Je crois qu'il y a près de 145 maires PCF dans les communes de plus de 3500 habitants, ce qui est déjà un très bon total. Mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste, vous espérez gonfler ce chiffre-là, ou est-ce que le contexte vous ramène peut-être à une tendance à la baisse ? Alors, j'aime bien parce que depuis quelques semaines, tout le monde me sort des chiffres, tout serait différent. Et alors à chaque fois, après chaque émission, je me dis il faut que je regarde et j'ai pas regardé. Je rappelle simplement pour m'en être occupée en plus à l'époque, Fabien Roussel a eu plus de 500 parrainages pour les élections présidentielles, comme le prévoit d'ailleurs la loi, et dont une grande partie quand même était adhérent du Parti communiste français. Donc voilà. Mais comme j'ai pas recompté, mais c'est un peu plus que 135, même pour les communes de plus de 3005. Bon, voilà. Ensuite, vous savez quoi, je vais vous dire un truc très bateau, et je pense que n'importe quelle personnalité politique de n'importe quel pays, n'importe quel parti, vous dirait la même chose. Je vais commencer par vous dire que l'objectif, bien évidemment, c'est de maintenir les communes que nous avons. Et c'est d'en gagner autant que possible. Et surtout, en tout cas, et non, là je le dis avec aussi beaucoup plus de sérieux, je pense qu'on a une vraie offensive d'abord contre l'ensemble des municipalités de gauche. Et on voit une droite et une extrême droite très à l'offensive. Et alors, dans les grandes villes, on peut prendre Paris, Lyon, Marseille, on voit cette offensive-là, y compris avec des caricatures et des discrédits jetés sur les équipes municipales en place. Dans les plus petites communes, on sent, et dans tous nos départements... alors, bien évidemment, vraiment dans le sud, on a un RN qui est totalement affiché, mais partout ailleurs, un RN un peu déguisé qui va essayer de s'infiltrer. Donc, je crois que ça, on doit le dénoncer. On a une vraie... C'est peut-être la première fois qu'on arrive à des élections municipales avec une vraie... bataille pour ne pas faire rentrer l'extrême droite dans nos collectivités, dans nos communes. Et en tout cas pour les communistes, au-delà d'avoir des maires en situation de gestion, d'avoir en tout cas, je crois, le plus d'élus, parce que un parti qui se veut et qui a une volonté à avoir une dimension nationale, se doit y compris d'être présent dans toutes les strates des communes. Et le Parti communiste a vraiment l'intention de rester à l'avant-garde. Je prends l'exemple d'Ivry-sur-Seine sur la façon de parvenir à réussir à gagner et à conserver un maximum d'élus, où le maire sortant, donc à Ivry, dans le Val-de-Marne, est à la tête d'Union de la gauche et va porter la proposition des conseillers municipaux associés, c'est-à-dire des extra-européens. Ils représentent 20% de la commune. Et donc, il veut faire en sorte que les personnes donc étrangères à l'Europe, eh bien, puissent être un maximum associées parce qu'elles vivent sur le territoire. Moi, quand le maire a dit ça, j'avoue que j'ai tout de suite pensé aux femmes qui avaient été mises dans les élections quand elles n'avaient pas encore le droit de vote il y a un peu plus de 80 ans de cela. C'est comme ça que le Parti communiste peut rester à l'avant-garde, c'est en allant sur ce genre de propositions. Alors même, je dirais, c'est plus d'un siècle, parce que Douarnenez, c'était même avant la guerre. Il y a juste une nuance, parce que justement, sur ce que vous dites sur la situation d'Ivry, qui, à mon avis, est une très belle initiative, mais emplie d'humanité, d'abord,
qui donne à voir, parce que c'est souvent la difficulté. Vous savez, quand on devient maire, vous avez ceux qui se disent « je suis maire par ceux qui m'ont élu », puis il y a ceux qui sont le candidat. Et en même temps, une fois qu'on devient maire, on devient le maire de tous. Qu'on ait d'ailleurs voté, pas voté, qu'on ait pu ou qu'on n'ait pas pu. Donc je trouve que c'est une très belle initiative, parce que dans ce monde où tout le monde cherche à s'opposer, penser l'avenir de la ville comme un lieu où on vit ensemble, et non pas les uns à côté des autres, ça fait bête à dire, mais c'est déjà beaucoup. Alors après, effectivement, il va falloir qu'ils le mettent en place. La seule nuance, c'était ça, c'est que pour les femmes, la Constitution, en fait, n'avait pas prévu le fait qu'elles soient élues. Donc, elles avaient le droit d'être candidates, mais elles ne pouvaient pas être élues, quoi. Voilà. Elles ne pouvaient pas être élues, mais il n'était marqué nulle part qu'elles ne pouvaient pas être candidates. Là, on est effectivement dans un autre sujet. Et d'ailleurs, nous avons toujours défendu la question du droit de vote, des étrangers sur les élections locales pour ces raisons-là. Parce que, oui, d'accord, vous n'avez pas la citoyenneté française, mais vos enfants vont à l'école, vous allez au centre social, vous allez à la bibliothèque. Voilà. Là, c'est une initiative ivrienne autour des élus. Est-ce que ça peut pas être porté nationalement par le Parti communiste ? Si vous voulez, je souhaite surtout qu'il y ait beaucoup d'autres maires qui la reprennent plutôt, parce que c'est ça la force d'une élection municipale. Mais effectivement, vous disiez, mais oui, nous continuerons de nous démarquer dans cette capacité novatrice, comme je le disais, à répondre aux besoins. Et moi, je crois de plus en plus, et c'est pas seulement parce qu'il y a moins de moyens, que en fait, la force d'une équipe politique dans une mairie, ce sera cette capacité à mettre en action les gens. Et c'est comme ça qu'on combat l'extrême droite aussi. Anthony ? Dans plusieurs villes justement administrées par la gauche, la gauche justement part divisée, socialistes, écologistes, communistes et insoumis, Montreuil, Saint-Denis, La Courneuve, Saint-Ouen. On peut élargir aussi à Montpellier, Lille, Bordeaux. Enfin, on va pas faire toute la liste, mais voilà. Comment vous jugez d'abord ces divisions ? D'abord, on va pas faire toute la liste, mais dans la plupart des villes, c'est surtout la France insoumise qui part seule. C'est un constat. Voilà, je l'acte. Et ça a été affiché, compris depuis dimanche dernier. Donc, et nous l'avons redit, et à quelques peut-être exceptions près. Et bon, voilà, au nombre de communes, on a toujours le droit à l'erreur. Et Fabien Roussel l'a redit la semaine dernière, dimanche, pardon. Il n'y aura pas de communistes sur des listes qui s'opposent à des maires de gauche sortants. Et donc, ce sera notre ligne, pour le coup, ça. Justement, en parlant des Insoumis, ils viennent de sortir une sorte de programme. L'Institut de la Boétie a sorti ce livre-là sur le nouveau communalisme. Ça sent très fort le communisme municipal. Je ne sais pas si vous vous y êtes intéressé, mais en gros, ça parle de revigorer la démocratie, de réinventer des services publics. Comment est-ce que vous jugez cette initiative-là ? Est-ce que c'est une façon de marcher sur vos plates-bandes ? Est-ce que vous y voyez une pâle copie, ou au contraire, ça amène la gauche à réinventer son logiciel aussi idéologique ? Alors, d'abord, je vais le dire en toute honnêteté, j'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais pour me soucier quand même beaucoup des enjeux électoraux et des collectivités territoriales, je vais le regarder. Deuxièmement, je pense que on peut le prendre de différentes manières. Moi, vous savez, je fais pas de la politique pour avoir des copyrights, donc j'ai envie de dire, si ce que les maires communistes ont fait, c'est très bien, écoutez, tant mieux. Après, je crois qu'il faut qu'on ait raison de garder. Et c'est plus maintenant sur la méthode et la manière de faire que j'attends de voir comment certains vont faire. Le désespoir quand même dans notre pays, quelles que soient les ambitions des uns et des autres pour 2027, les ambitions des uns et des autres pour 2027 ne seront pas les mêmes si la gauche, dans sa diversité, voilà, elle est diverse, et c'est très bien, la diversité c'est une richesse, perd un certain nombre de grandes villes parce qu'il y aura eu plusieurs listes au deuxième tour. Et si on ajoute les initiatives insoumises sur certaines villes, comme vous disiez, les insoumis veulent partir de leur côté, et si on en ajoute là encore ce projet de communalisme qui ressemble au communisme municipal, vous l'interprétez comment ? Vous y voyez une tentative d'OPA des insoumis sur le communisme ? Vous savez, en politique, je crois qu'on dit que les gens préfèrent toujours l'original à la copie, donc je ne suis pas inquiète. À propos des candidatures et d'une candidature unique à gauche ou une candidature plurielle, le NFP 2027 a annoncé une primaire. Les modalités seront annoncées mi-décembre. Le PCF s'en tient à l'écart pour le moment. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Alors d'abord, c'est quoi le NFP ?
pour 2027, parce que je ne connais pas cette structure. Le nouveau Front populaire a été une alliance des 4 forces de gauche que sont la France Insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, des citoyens, des organisations syndicales, pour porter ce programme en 2024. Donc voilà, certains membres de cette coalition électorale pour 2024 ont décidé d'organiser une primaire. Ils l'organisent et nous n'en sommes pas. Pourquoi s'en tenir à l'écart, justement? Mais parce que, alors pour le coup, il nous faudrait des heures et je voudrais pas être rébarbative. On les aura pas. Non, je sais, on les aura pas. Voilà, donc ça, non mais je sais, mais je les ai pas demandés. J'ai bien, c'est normal. Non, mais nous, notre analyse de manière un peu simpliste, c'est que tout d'abord, nous sommes dans un pays avec une élection à 2 tours. Ben voilà, si on va prendre les États-Unis comme ça, les gens, je pense, on va aux États-Unis, qui est le pays de la primaire. Aux États-Unis, quand vous allez voter à l'élection présidentielle, il y a un seul vote. Voilà. Et après, il y a les grands électeurs, après ils élisent leur président. Mais bon, en tout cas, on vote une seule fois. Et donc, avant, il y a des primaires qui les partagent. En France, le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est qu'il y ait 2 tours. Donc, je veux bien qu'on s'en rajoute un 3e avant. Je doute de la pertinence. Je pense qu'on a un vrai problème à gauche, parce qu'à droite, ils ont le même, mais ce n'est pas mon problème. C'est qu'en vrai, on dénonce tous, mais on a tous plongé dans l'hyper-présidentialisation. Et donc, en vrai, aujourd'hui, tout le monde ne pense plus qu'à ça. Donc, je crois que c'est un vrai sujet, parce que forcément, tout le monde veut être candidat à la présidentielle, tout le monde veut exister. Donc, voilà. Donc, une primaire, je le dis comme ça, et voilà, y compris dans ceux qui se sont mis d'accord. Je n'y crois pas, parce que je pense qu'en plus, à la fin, je ne remets pas en cause la qualité qui peut être faite de cette organisation. Je pense qu'en fait, à la fin, celui qui la gagne pas, il y en a qui vont quand même se présenter. Donc, je pense qu'on est dans une forme d'illusion qui laisse à penser en plus, et ce qui est contraire à l'histoire de la gauche française, que ce serait plateforme contre plateforme, et à la fin, on vote pour le meilleur. Mais punaise, l'histoire de la gauche, c'est justement de renvoyer vers les citoyens la capacité à construire et à décider. Donc, c'est pas une primaire qui clôt le débat, pardon. Donc, plusieurs candidats à gauche, ce serait pas un problème, du coup? Ou est-ce que ça permettrait donc que chaque force mobilise de son côté avant de s'unir au 2e tour, par exemple, en cas de qualification? Dans la théorie, oui. Ouais. Non, mais voilà, on va pas se mentir. Ça, c'est la théorie des bouquins d'analyse électorale et ce qu'on a connu pendant des années, d'ailleurs. Parce que la division à gauche, il y a toujours eu plusieurs candidats à gauche. Ça n'a pas empêché mai 80. Non, mais donc, vous voyez, des fois, on se fait aussi des nœuds à la tête qu'il n'y a pas besoin. Et quoi qu'on pense... On est dans une situation avec tous les médias contre la gauche, et quoi etc., qu'on pense de l'élection de François Hollande, dans sa capacité à avoir fait une politique de gauche, je voulais dire, je la remets pas en question, l'élection, il y avait plusieurs candidats. Donc, si vous voulez, pour moi, ça, c'est pas une question. Ensuite, sur ce que vous dites, malheureusement, si on regarde les différents sondages avec toutes les pincettes, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc comme on n'a pas des heures, je ne me répète pas. Mais du coup, malheureusement, le problème, il n'est pas est-ce qu'il y aura un candidat, 2, 3, 4 ou 5. En fait, s'il n'y en a qu'un ou s'il y en a 4, en vrai, il manque encore de la capacité pour les électeurs à croire que la gauche peut changer leur vie très sereinement. Et en fait, moi, à l'heure où on se parle, mon premier problème, c'est quand même celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, et je ne veux pas être défaitiste, et si je fais de la politique, c'est pour changer la réalité. Donc, je n'ai aucun problème. La réalité d'aujourd'hui, c'est que quand même, il va falloir y aller un peu plus que ce qu'on y a été, parce que sinon, il n'y aura pas de candidats. Mais pour changer la vie, président de gauche. Pour changer la vie, vous en conviendrez, il faut gagner des élections. Et donc, forcément, être 4, 5, 6 sur la ligne de départ, c'est un frein. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, d'abord, qu'il faut faire le deuil de l'idée d'une candidature unique? Et deuxièmement, est-ce qu'il y aura forcément une candidature communiste à l'élection D'abord, présidentielle? j'ai dit, je fais de la politique pour changer la réalité. Donc, la réalité, c'est pas un deuil, voilà. Et la réalité, c'est celle-ci, et je ne l'accepte pas. Deuxièmement, c'est ce que vous disiez. Vous voyez, parce que, 4, 5, mais pendant des années, et peut-être d'ailleurs, vous voyez, dans certaines élections municipales, à des élections législatives, en fait, on aime bien quand il y a plusieurs candidats, parce que ça permet d'avoir un réservoir de voix pour le second tour. Et donc, j'ai envie de dire, moi, je ne regarde pas les choses comme ça. S'il y a demain un candidat de gauche, alors d'abord, s'il y a un candidat de gauche, excusez-moi, s'il fait 30%, il a perdu. Non, mais c'est en fait, donc on a gagné quoi? Rien. Après, s'il n'y en a qu'un seul, on va revenir sur... On fait un replay en arrière de l'émission, mais la gauche radicale, la gauche paramédicale, la gauche ceci... Donc
Posons ce débat, arrêtons d'avoir peur de nos débats à gauche. Voilà, je le redis, la force de la gauche a été... Ça va jusqu'où la gauche ? Bon, d'abord, moi je donne pas les diplômes de gauche. Voilà, non mais moi Non, après il y a des projets concrets. Non mais je sais qu'il y en a qui, voilà, et je vais pas vous dire que n'importe qui se décrète de gauche, mais si vous voulez, vous savez quoi, on va reprendre l'exemple. Moi je pense que le Parti Socialiste est un parti de gauche, je ne pense pas que la politique de François Hollande a servi la gauche. Voilà, c'est comme ça. Après je vais pas exclure tel ou tel. Et la France Insoumise est aussi un parti de gauche, parce que qu'est-ce qu'on a ? On a avant tout en valeur et en partage la nécessité de la redistribution et de l'égalité. Alors après, il y en a qui le font d'une manière, il y en a c'est un peu mou, il y en a c'est un peu fort, il y en a c'est un peu comme ci, il y en a c'est un peu avec les flics, il y en a c'est contre les flics, il y en a c'est machin, avec ou sans voile, mais à la fin, on est quand même dans une ADN et une matrice commune au départ qui nous est en partage, et qui s'est exprimée d'ailleurs au moment du nouveau Front populaire. Alors Cécile, il est l'heure d'accueillir maintenant le pire journaliste de la rédac, c'est l'heure de la carte de presque. Mais Péa, pourquoi t'es habillé comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez pas vu ? Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, je fais un petit... Macron, il va sûrement relancer le service militaire. Le chef d'état-major, il a dit qu'il fallait qu'on apprenne à laisser mourir nos enfants. Enfin, là, on s'approche de la guerre. Du coup, moi, je me tiens prêt. J'ai même préparé mon petit kit de survie, vous voulez le voir ? Avec un sac Carhartt, je crois, ça va pas du tout. Est-ce que t'as piqué les pattes de Cyprien ou pas ? Non, j'ai mieux. Déjà, j'ai mieux parce que le kit du gouvernement, eux, ils n'avaient pas mis d'armes à feu. Wow. Ah ouais, quand moi, même. j'en ai mis une, gros calibre. Attention, c'est chargé. Impressionnant. Ah oui, quand même. Ça fait même du bruit. Bon, c'est pas grave, j'ai racheté des cartouches à King Jouet. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? J'ai Flash McQueen. Ciao. Ça, c'est pour que les enfants ils puissent s'amuser un petit peu avant de décéder. Ah oui, d'accord. Et pas que des blagues. Ça, c'est le moment fun. Le jeu des l'émission. 7 familles. Je sais que le gouvernement, il a mis un jeu de cartes, mais moi, je suis pas trop fan. Je préfère ça. C'est beaucoup plus pédagogique. Ça permet de nous apprendre quelque chose. Par exemple, dans la famille Le Pen, je voudrais le raciste. C'est lequel ? C'est pas évident de jouer avec la famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer ? Ah oui, l'intégrale de Rachida Dati à la mairie de Paris. Ça, c'est ma série coup de cœur du moment. Vous avez vu Rachida dans le 18e, vous avez aimé Rachida avec les agents de propreté, vous allez adorer Rachida à la Bravem. Bon, il y a un petit couac. Ça dure combien de temps ? Franchement, c'est 18h30. Il y a un petit couac, c'est qu'à la fin du sujet à la Bravem, elle termine en garde à vue. Parce qu'il y a un contrôle au faciès. Voilà, c'est la police, elle ne va pas se refaire. Bon, et là, je suis pas peu fier de vous le présenter. En exclusivité monde, le livre de Nicolas Sarkozy. C'est un scam, il fait une page. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux d'un mec qui a passé seulement 20 jours au placard ? C'est une notice de Liprane, c'est ça ? Peut-être. Du coup, moi, je vous ai listé les choses qui durent plus longtemps que Sarkozy en prison. Le mois de février, un cycle menstruel, le ramadan, le NFP, de très peu, la DLC d'un cordon bleu, ma période d'essai à l'UMA, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis en période d'essai. Wow. Enfin bref, un tas de choses, et même la polémique sur Leroy Merlin va durer plus longtemps que Sarkozy en prison. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux une vidéo sur les coulisses de Leroy Merlin. Et en fait, c'est un repère d'islamo-gauchiste. Il paraît, je n'ai pas vu. Magnéto, Mike, s'il te plaît. Enfin, les masques tombent. Leroy Merlin est soumis à l'idéologie wokiste. Venez, on va vous montrer. Mais non, du jambon halal. Alors, je m'attendais à beaucoup de choses, mais là, on est à côté des prises quand même. Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi ce rayon de fou ? Le rayon Syrie. Monsieur, il y a un rayon France ? Non, mais ça, c'est des tapis de prière. C'est en direction de la Mecque. Mais non, le livre de Jean-Luc Mélenchon. Le rayon jardinerie. C'est une ZAD ou quoi ? Une douche ? C'est étonnant pour des gauchistes. Mais non, une tronçonneuse. J'ai la même chez moi. Bon, je ne l'ai pas achetée ici. Ah voilà, du bambou. Non, mais on est encore en France ? Croyez-le ou non, mais il y a un vendeur qui vient de me dire « Voilà, tu ressembles à Griezmann ». Pourquoi voilà ? Vraiment, ce magasin, c'est boycott. À partir de maintenant, on n'achète plus jamais rien ici. Bonjour. Règle en carte ? Oui. Donc 59,86 €, vous avez la carte de crédit. Oui. Quelle indignité. Tu vas toi, Cécile, un petit peu à Leroy Merlin ? Bah ouais, régulièrement.
T'achètes quoi? Alors moi, par contre, j'ai un petit souci par rapport au monsieur là qu'on voit, c'est que j'ai jamais vu de bouquin et j'ai jamais vu de jambon, mais c'est pas grave. T'as pas trouvé de mon rayon, c'est vraiment le rayon Ça des doit être prises. ça. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Pourtant, j'y vais quand même assez souvent parce que j'aime bien bricoler. C'est un peu mon moment de détente, donc voilà. Je comprends. J'avais caché tout en dessous. Il y a des À la idées fin spéciales. de ma chronique, on fait le traditionnel ça ira pas. Tu connais un petit peu? Non, mais on m'a dit que ça arriverait, donc. En gros, je te montre des petites photos, tu me dis Quelle ça ira pas, et tu me fais 2-3 phrases d'explication pour Bien, chef. une primaire pour 2027. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira pas. Je l'ai déjà dit, donc je garde mon temps pour D'accord. le coup d'après. Fabien Roussel 2027. Ça ira ou ça ira pas? Et j'ai pas le droit de dire, je sais pas. Non. C'est le problème en fait. Ça ira. Il sera très certainement candidat à l'élection présidentielle. Le résultat, je le connais pas. D'accord. Saint-Étienne en Ligue 1. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira. Forcément, ils vont remonter. Allez, les Verts. Et Lyon en Ligue 2. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira aussi parce que ça se saurait si les Lyonnais savaient jouer au football. Bravo, ça démontre. ArcelorMittal, la nationalisation. Ça ira ou ça ira pas? Malheureusement, ça n'ira pas et nous le regrettons parce que ce sont bien évidemment des centaines d'emplois, mais aussi la capacité de la France à avoir la maîtrise de la souveraineté industrielle. Excellent. Et les fauteuils de Gérard Larcher, ça ira ou ça ira pas? Parce que j'ai déjà posé cette question à Yann Brossard. Ouais, mais tu te souviens des fauteuils à 30 et quelques mille balles? C'est too much. Tu les as déjà vus? Non, parce que moi, je ne suis ni présidente du Sénat, ni vice-présidente. Ça ne devrait échapper à personne. Donc, je n'ai pas la possibilité de siéger sur ces fauteuils-là, qui sont au nombre de 2, dont un prototype, et qui sont refaits régulièrement. D'accord, ils sont très beaux? En cuir? Supérieur? Oui, parce que... Non, Il y a du daim. non, mais moi, je rentre pas dans le délire du populisme sur ça, et parce que je pense qu'on alimente l'antiparlementarisme. Les Moi, gens j'y qui rentre. président... Bah oui, non, mais je vois bien, mais moi, non. Donc, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais voilà, je pense qu'on ne mesure pas ce que c'est que de rester de 14h30 à 20h pour présider une séance non-stop. Moi, je fais non. Après, est-ce qu'il fallait que ce soit aussi cher? J'en sais rien. Moi, je pense pas. J'y connais rien. Après, je dénonce Mais un peu ce qui est des trucs. certain, mais ce qui est certain, et pour être très cash, je pense que moi, mon fauteuil Ikea, il est pas assez confort. Après, par rapport à celui-ci, je pense qu'il y a une marge. Voilà. Tu switches, le roi Merlin, Ikea, enfin, tu Ouais, pardon, ouais, fallait. Oui, ouais, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Yann Et il est beau Brossard, gosse. maire de Paris. Ça ira ou ça ira pas? Suspense. Rendez-vous dans quelques semaines. Suspense, belle. c'est pas une réponse. Hein. Bah, c'est ma réponse. Ok. Bon, allons-y. C'est pas le droit. C'était pour Quelqu'un la m'a un dernière. pistolet? Non, c'est bon, merci. J'en ai Merci deux. beaucoup, PA. Ça va, ça va. Par contre, récupère ta cartouche, s'il te plaît. En tout cas, on pourra compter sur toi, c'est bien. Merci beaucoup, PA. Au plaisir. Cécile, tu ramènes quand même... Anthony, ce service politique, je pense que ça te... Non, quand même, vous venez de lâcher quelque chose d'extrêmement important. Vous avez l'air de dire que Fabien Roussel sera candidat en 2027. Vous l'affirmez aujourd'hui? Je dis, il le sera très certainement, peut-être. Vous verrez. Eh ben, vous me faites marrer. Vous faites dire ça ira pas, puis après. Ah, mais non, mais c'est pour ça que je vous pose la question derrière, évidemment. On va. Si c'était demain, il le serait. Mais la question n'est pas celle-ci, et je crois que nous l'avons suffisamment dit. La question aujourd'hui, c'est de préparer les élections municipales. Et alors, c'est pas du tout pour botter en touche sur votre question, mais en fait, là, moi, je viens d'apprendre en un an que se projeter à plus d'un an dans la vie politique française, c'est un risque dans lequel je ne me plongerai pas. Très bien. On avait aussi envie de vous parler de nationalisation. Ce soir, ça va être la dernière séquence et de service public, mais surtout de nationalisation. On va lancer d'abord un magnéto sur ce que vous disiez il y a très peu de temps. Nous pensons que l'économie n'a de sens que si elle sert le besoin collectif, le travail humain et l'intérêt général. C'est là toute la différence entre une économie livrée à la spéculation et une économie régulée par la puissance publique. C'est cela le sens profond de cette proposition de loi. Arracher les secteurs vitaux à la logique du profit pour les replacer dans celle de l'utilité collective. La nationalisation n'est pas un gros mot. Elle est un acte de puissance publique. Elle est une décision politique souveraine pour reprendre la main sur notre destin industriel. Alors, on a parlé un tout petit peu d'ArcelorMittal avant. Donc, la droite sénatoriale a écarté une proposition de loi du PCF visant à reprendre en main les sites français. Le groupe a reçu 392 millions
d'euros d'aide publique en 2023, et prévoit la suppression de 636 emplois. Donc pour que la gauche redevienne la gauche et rassemble les classes populaires, il faut lancer des débats très forts. Alors par exemple, nationalisation ou expropriation, ou organisation de la production par les travailleurs, par exemple. Mais d'abord, c'est une proposition que nous avons portée et qui a été travaillée avec les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas créée tout seul dans notre coin. Et je veux vraiment rendre hommage parce qu'en fait, c'est ça qui dérange la droite aujourd'hui. En fait, les salariés, les travailleurs, justement, ceux qui travaillent, je reprends tous les mots, comme ça, j'en oublie pas, je pense, ont une capacité à défendre leur outil qui est exceptionnelle. Et donc, quand on les écoute, ils font des propositions et qui sont de bon sens et qui sont utiles et efficaces. Donc, oui, nous défendons, et nous avons défendu la nationalisation d'ArcelorMittal. Et comme je le disais, malheureusement, ça a été, vous venez de le rappeler, mais balayé par la droite, j'ai envie de dire, quoi. Sans surprise. Des fois, ça me rassure en même temps que la droite ne soit pas d'accord avec moi. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. En revanche, ce qui m'interroge plus, vous voyez, dans ce vote-là, c'est que la droite qui nous explique qu'il faut de la souveraineté industrielle, qu'il faut de l'acier, en fait, elle ne prend jamais les bonnes décisions pour permettre que cette industrie continue. Alors après... Vous parlez d'une société nationale de l'acier. Oui, mais je vais après. Donc après, il y a d'abord nationalisation. Ça veut tout dire et on peut y mettre beaucoup de choses. Justement, il y a différentes techniques. Je vais y revenir. Il y a la nationalisation, il y a l'entrée au capital de l'État. Mais après, ce que je veux dire, c'est que la nationalisation, ça règle pas tout. Par exemple, on l'a vu dans le passé, c'est pas parce qu'on nationalise que la question des droits des travailleurs et de la qualité du travail, elle est réglée. Donc, de toutes les manières, nous, quand nous proposons une nationalisation, nous proposons bien évidemment aussi une vision avec de nouveaux droits au sein de l'entreprise, d'ailleurs qu'elle soit nationalisée ou qu'elle ne le soit pas. On en est là. La question de l'expropriation aujourd'hui, et on le sait tous, c'est que en fait, c'est un slogan, mais qui n'est pas en capacité applicable. Donc, on peut se le dire et on peut se faire plaisir en se le disant. Mais en fait, personne... Non, mais c'est important de discuter parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est possible. Mais parce qu'en fait... Juste de remettre sur la table, même si ça paraît impossible, mais en tout cas que ça existe aussi, que ça a existé. Ça a existé, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs confrontés au sacro-saint droit de la propriété. C'est d'ailleurs à ça qu'il faudrait s'attaquer. Mais en fait, vous n'expropriez pas un chef d'entreprise simplement parce qu'il décide de fermer un site. En fait, Donc, et la troisième forme que vous me donnez... Vous m'aviez dit... Oui, si l'organisation de la production par les travailleurs, vous avez dit que vous travaillez aussi avec les syndicats. Non, mais et tout parce ça. que, excusez-moi, j'ai pas compris. Parce que, non, mais en fait, je pensais que quand vous disiez ça, c'était plus tout ce qu'on peut développer sur la reprise de la boîte par les salariés. La nationalisation, on est d'accord, c'est l'État qui prend et qui organise la production. Et on pense que, par exemple, sur la question de l'acier, c'est essentiel parce que c'est la base de l'industrie et c'est ce qui permet ensuite de répondre aux enjeux environnementaux, de transport, etc. Donc là, on pense que l'État doit avoir une vision stratégique en la matière. En revanche, on a tous en tête des exemples de boîtes où les patrons ont voulu licencier, fermer le site, mais où là, ce sont les salariés qui se sont organisés et qui ont repris l'organisation de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans une nationalisation, mais bel et bien par une reprise en main par les salariés eux-mêmes de leur outil de production. Et alors, est-ce que vous pensez que la gauche doit lancer en fait une bataille pour un plan de nationalisation massif ? Est-ce que ce sujet il pourrait permettre à la gauche de former aussi un nouveau mouvement social d'ampleur comme autrefois ? Alors, si seulement il suffisait de lancer un plan de nationalisation pour qu'il y ait un mouvement social, je vous dirais oui tout de suite. Non, moi je pense qu'après, je le redis, la nationalisation, c'est pas l'alpha et l'oméga, pour le coup, je ne le pense pas, de l'organisation économique d'un pays. Je pense qu'il doit y avoir des grands... L'organisation économique communiste ? Oui, mais je ne défends pas. L'organisation économique dans laquelle je me projette n'est pas forcément celle de l'étatisation de l'économie versus ce qui a pu se passer dans un certain nombre de pays au XXe siècle. Et donc, je pense au contraire, par exemple, que nous avons des enjeux stratégiques que peuvent être, mais ce qu'on a fait au sortir de la guerre, qui sont les notions de mobilité, qui sont des notions d'énergie dans la diversité de production, les matières premières. Là, l'État a besoin d'en être à la manœuvre, parce que c'est ce qui permet ensuite de satisfaire les besoins de la population. Ensuite, tout le reste, j'ai envie de vous dire,
qu'on ait des salariés qui se réorganiser le système économique pour que ce soit finalement ceux qui produisent, qui décident et qui orientent les productions, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et on parlait tout à l'heure Récupérer les moyens de production. Je pour pense que pouvoir- l'on parlait de l'épanouissement au travail. Je pense que ça redonnerait beaucoup plus de sens dans son travail que simplement d'avoir un patron qui vous dit de faire ça ou ça. Une dernière question, Anthony. Ouais, alors justement, on parlait de mobilisation sociale et vous dites, parler de nationalisation, c'est pas aussi simple, c'est pas ça forcément qui va remplir les rues. Mais justement, comment vous analysez la difficulté de la gauche aujourd'hui à réussir une mobilisation sociale, un mouvement social, en bref, à se faire craindre dans la rue? Alors, je pense que là encore, c'est assez contradictoire parce que, vous voyez, au mois de septembre, il y a eu une très forte mobilisation sur la question des retraites. Donc, c'est pas aussi automatique que ça. Ou quelques jours avant, le 10 septembre, dans le cadre du mouvement Bloc. Donc, je veux dire. Il y a eu une grande mobilisation, mais il y avait quand même aussi 2 cortèges, parfois un cortège syndical, un cortège politique, d'une semaine à l'autre. Ça dit aussi quelque chose de la difficulté de la gauche. Malheureusement, c'est pas nouveau non plus. Donc, je veux dire, mais le problème après qu'on a. Mais je vais revenir au point de départ. C'est que pour vous, moi, je ne crois pas que plus on est dans la misère et sans perspective, on s'engage. En fait, plus on est dans la misère et sans perspective, plus on est touché par la fatalité et plus on devient une proie facile pour l'extrême droite. Non, mais donc, sauf s'il y a un projet alternatif dessiné en face. Peut-être que c'est ça le problème de la gauche. Mais on dessine pas un projet à la place des gens. Si on ne les met pas dans ce mouvement populaire, c'est la fatalité, c'est de l'individualisme, c'est ce à quoi on assiste et c'est ce à quoi s'occupent avec force un certain nombre de chaînes d'information en continu qui, tout au long de la journée, vous font angoisser de tout et le mal est au milieu de votre salon. Mais cependant, donc ça, je pense que c'est une vraie difficulté qu'il nous faut casser. Donc après, il faut reprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on va dire demain on va nationaliser que les gens vont se lever et vont se mobiliser. C'est ça que je veux dire. Donc on a aujourd'hui, et c'est un vrai... moi en tout cas je le prends comme ça, et je le prends comme ça moule. Je pense qu'on a besoin de retisser du lien les uns avec les autres. Et donc ça va se faire. Et ben oui, dans un conseil de quartier. Oui, parce que là il y a une boîte, il y a un souci et donc on va faire. Oui, parce que là il y a un problème environnemental et donc en fait... Et que tous ces gens-là, si à un moment on arrive à les tisser et à leur redonner de la perspective, parce que, je le redis, sinon, mais les gens, ils se replient sur eux-mêmes et on en revient au point de départ. Mais les gens, le problème, c'est même pas qu'ils comprennent plus rien, c'est que les gens n'ont plus rien à foutre de ce qui est en train de se passer. Et comment vous voulez changer la société avec des gens qui s'en fichent, quoi? J'ai envie de vous dire, ce qui ne veut pas dire, ils vivent pas bien, ils sont pas bien, mais pour eux, on leur a tellement dit que de toute façon, ma bonne dame, on peut pas faire autrement, qu'ils finissent par y croire. Alors, je pense qu'on a besoin d'une gauche qui retrouve cette capacité à faire et à démontrer. Je pense que les élections municipales, ce qu'on peut faire à l'échelle locale, est en tout cas une expérience de donner à voir qu'il n'y a pas de fatalité, il y a seulement ce pourquoi on décide de s'engager et de transformer. Merci beaucoup, Cécile Cukierman, d'être venue répondre à nos questions. Ça fait déjà quasiment plus d'1h20 qu'on échange. Je suis bavarde. non, mais c'est aussi ça le principe de Ça ira, c'est d'aller au bout des questions et d'interrompre le moins possible nos interlocuteurs, de faire avancer le débat. Je rappelle peut-être la mobilisation le 2 décembre prochain à l'appel de la CGT, parce que c'est la prochaine donne. Et de la FSU solidaire. Tout à fait. Voilà, et voilà, donc on se retrouve le 2 décembre en manifestation. Merci en tout cas, Cécile Cukierman, d'être venue répondre à nos questions.